quand ma maison a brûlé. Ma famille est venue. Pour rire, pas pour aider. Ma mère a ricané, enfin, le karma a cramé les ordures. Mon père a ajouté, tu l'as bien cherché. Ils m'ont traité de maudit, ont pris des selfies près des cendres. Je n'ai rien dit. J'ai tourné les talons et je suis parti. 1 an plus tard, j'ai pris des mesures qu'ils n'auraient jamais imaginées. Maintenant, c'est leur monde qui brûle. Sans moi. Ma mère a ri le soir où ma maison a brûlé. Pas un rire nerveux, pas un rire choqué, mais un vrai sourire satisfait alors que les flammes dévoraient mon petit duplex à East Austin. Je me tenais sur le trottoir, pieds nus, dans un t-shirt trop grand, tremblant encore à cause de l'alarme incendie, lorsque ma famille est arrivée en voiture comme s'ils se rendaient à un spectacle. Je suis Rachel Carter. J'ai 29 ans. Et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de leur marque familiale parfaite. J'étais juste le personnage d'arrière-plan qu'ils pouvaient blâmer quand les choses tournaient mal. Ma mère a regardé la fumée, a penché la tête et a dit presque joyeusement, enfin, le karma a cramé les ordures. Mon père a croisé les bras et a ajouté, tu t'es attiré ça toute seule. Certaines personnes sont juste maudites. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils n'ont pas demandé si j'avais des chaussures ou un endroit où dormir. Ils ont filmé. Ils ont pris des photos avec les camions de pompiers derrière eux, prenant des selfies comme s'il s'agissait d'une séance photo audacieuse, plaisantant sur les légendes et les hashtags, alors que tout ce que je possédais se transformait en cendres noires. L'un d'eux a même dit, voilà ce qui arrive quand on tourne le dos à sa famille. Comme si l'incendie était une leçon de morale qu'ils avaient commandée à l'univers. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je ne leur ai pas donné une scène à poster. J'ai juste fixé le téléphone dans la main de ma mère, mémorisé le son de leur rire par-dessus le craquement du bois, puis je me suis retourné, j'ai commandé un VTC et je les ai laissés là avec leur contenu. 1 an plus tard, je suis revenu dans leur vie sans flamme, sans essence, sans craquer une seule allumette, et j'ai quand même réussi à regarder leur monde soigneusement organisé brûler sans moi. Si vous voulez savoir comment la maudite est devenue la seule personne qui aurait pu les sauver, et pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire, restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai grandi dans la famille Carter, où tout était une question de tableau de score et où quelqu'un jouait toujours pour un public, même quand personne ne regardait. Ma mère, Diana, a construit une marque en ligne entière sur le fait d'être une maman parfaite et accessible, publiant des photos de cuisine léchée et des dîners de famille du dimanche comme si nous étions dans une sitcom qui ne dérapait jamais. Mon père, Patrick, dirigeait une petite entreprise de rénovation résidentielle et aimait parler de travail acharné et de responsabilité personnelle. Le genre d'homme qui disait, pas d'excuses, tout en ignorant ses propres factures non lui empilées sur le comptoir. Ma sœur aînée, Sophie, vivait pour l'esthétique, organisant des mariages et des événements, publiant des réels de toast au champagne et de guirlandes lumineuses tout en écrivant des légendes sur la vie intentionnelle. Mon jeune frère, Evan, était constamment à la recherche du prochain raccourci vers le succès, revendre des appareils électroniques usagés, trader de la crypto, toujours à un gros coup de réussir, toujours à une mauvaise semaine de demander à quelqu'un de le renflouer. Dans leurs histoires, ils étaient tous les personnages principaux. J'étais celle en coulisses qui s'assurait que les comptes tombaient juste. J'ai déménagé dès que j'ai pu, troquant leur maison de banlieue bondée pour un petit duplex à East Austin où je pouvais m'entendre penser. Je travaillais dans les opérations financières pour une start-up technologique, ce qui est une façon chic de dire que je passais mes journées à m'assurer que les autres ne mettaient pas le feu à leur argent. Ironiquement, le seul endroit où les gens traitaient mes compétences comme si elles étaient jetables, c'était à la maison. Maman m'envoyait des captures d'écran de ses contrats de marque et disait, tu peux juste survoler ça? C'est tellement ennuyeux. Papa me tendait des reçus dans des sacs d'épicerie et marmonnait, assure-toi juste que le fisc reste content. D'accord? Sophie me fourrait son ordinateur portable sous le nez, ouvert sur un budget de mariage, et se plaignait, ces chiffres me donnent mal à la tête. Tu peux arranger ça pour que ça ait l'air mignon mais pas terrifiant? Evan me spammait avec des textos, et, petite question rapide, qui n'était jamais rapide et finissait toujours par, je te rembourserai le mois prochain. Je leur disais que ça ne me dérangeait pas d'aider, et au début, je le pensais vraiment. C'était agréable d'être utile, d'être la personne calme qui pouvait démêler le désordre. Mais ils n'ont jamais appris. Ils n'ont jamais essayé. Ils me traitaient comme une application qu'ils pouvaient ouvrir quand les choses devenaient compliquées et fermer dès que c'était réglé. J'en ai eu assez d'oublier ce que j'avais fait pour qui, et quand ils avaient promis de me rembourser ou au moins de dire merci.
Alors, un soir, j'ai ouvert une nouvelle page Notion et je l'ai appelée « Bilan familial ». Chaque fois que je réglais un formulaire fiscal pour mon père, je le notais. Chaque fois que je retravaillais un budget de mariage pour Sophie, je le notais. Chaque fois que je mettais en place un paiement automatique ou un rappel médical pour ma mère, chaque fois que je suivais un prêt ou réorganisais un tableur pour Evan, je le notais. Pas parce que je voulais leur envoyer une facture, mais parce que j'avais besoin d'une preuve que je n'étais pas folle de me sentir épuisé. À l'écran, nous étions les Carter, une famille forte et unie poursuivant de grands rêves. Hors caméra, j'étais le filet de sécurité invisible sous la corde raide de tous les autres. Et le soir où ma maison a brûlé et qu'ils ont ri, toutes ces petites faveurs ont soudainement cessé de sembler si petites. Le lendemain matin de l'incendie, je me suis réveillé dans un hôtel bon marché près de l'autoroute, fixant un plafond en crépi et essayant de me rappeler quelle partie de ma vie était encore réelle et lesquelles étaient parties en fumée. Mon téléphone a été la première chose que j'ai vérifiée par habitude. Il n'y avait aucun appel manqué demandant si j'allais bien, mais il y avait des notifications. Un texto d'Evan avec une photo floue de mon duplex brûlé encore entouré de rubans adhésifs, des émojis flammes alignés en dessous, et la légende « Home Sweet Home ». Une capture d'écran de la story Instagram de Sophie que quelqu'un m'avait transférée, une table de brunch avec des mimosas et des toasts à l'avocat. Sa légende, certaines personnes brûlent les ponts et agissent ensuite surprises quand elles n'ont nulle part où aller. Le fil de maman avait un carrousel de photos d'une soirée familiale douillette de la veille. Comme si elle n'avait pas dit ce qu'elle avait dit alors que ma maison brûlait littéralement. Les commentaires étaient pleins de « objectifs » et « j'adore cette famille ». Et j'ai dû poser mon téléphone face contre terre sur la table de nuit parce que je pensais que je risquais de le jeter contre le mur. J'ai vérifié mes emails à la place. Le rapport des pompiers, les formulaires de réclamation d'assurance, des choses froides et nécessaires que je savais gérer. J'ai pris une grande inspiration, commandé un mauvais café d'hôtel, ouvert mon ordinateur portable et je me suis glissé dans le mode que j'utilisais toujours pour sauver les autres. Calme, méthodique, détaché. J'ai téléchargé des photos, rempli des champs, joint des documents, envoyé des emails de suivi. Pendant que ma famille pointait du doigt et riait sur les réseaux sociaux, c'est moi qui faisais le travail ennuyeux et adulte de la reconstruction. Personne ne m'a offert un canapé. Personne n'a suggéré que je vienne rester jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Pas même les gens qui aimaient prêcher, la famille d'abord, devant la caméra. Un collègue de la start-up, quelqu'un avec qui j'avais seulement déjeuné quelques fois, a envoyé un simple texto, et « j'ai entendu pour l'incendie. Si tu as besoin d'un endroit où crècher ou d'aide avec la paperasse, je suis là. » Je me suis senti plus vu par ce seul message que par toute ma lignée. En une semaine, l'expert en assurance avait fait avancer mon dossier. En 2 semaines, j'avais trouvé un petit studio à South Congress avec des murs fins et des planchers qui craquaient, mais avec un verrou et une porte dont personne dans ma famille n'avait la clé. Lors de ma première nuit là-bas, entouré de meubles empruntés et de cartons qui sentaient légèrement la fumée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti la page « Bilan familial ». J'ai fait défiler des lignes et des lignes d'entrée, déclaration d'impôts corrigée, budget reconstruit, prêt suivi, rappel programmé. Sous tout cela, j'ai ajouté une nouvelle section et je l'ai intitulée « L'incendie ». J'ai tout noté comme une écriture comptable, date, heure, ce qui a été perdu, ce qui a été dit. Maman, enfin, le karma a cramé les ordures. Papa, tu t'es attiré ça toute seule. Certaines personnes sont juste maudites. La famille a ri, a pris des photos, est partie. Sous note, j'ai tapé, personne n'a offert d'aide. Reconstruit seul. Puis j'ai fixé l'écran et j'ai réalisé quelque chose qui m'a plus retourné l'estomac que les flammes. Si je listais tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans et tout ce qu'ils avaient fait pour moi, le bilan n'était pas juste déséquilibré, il était sens dessus dessous. Ils agissaient comme si j'étais la maudite, le maillon faible, le problème. Mais sans moi pour tenir discrètement leurs finances, leurs emplois du temps et leurs plans, leur version de la perfection ne durerait pas un mois. Cette pensée ne ressemblait pas encore à une vengeance. Cela ressemblait à une graine, une question silencieuse grandissant au fond de mon esprit. S'ils pouvaient rester là et rire pendant que ma vie brûlait, pourquoi est-ce que je m'assurais encore que la leur ne brûle pas? Quelques mois après l'incendie, ma vie a commencé à redevenir normale en surface. J'avais mon minuscule studio à South Congress, une nouvelle routine, une pile de nouveaux tableurs au travail qui n'avaient rien à voir avec ma famille. Mais ils ne sont pas restés silencieux longtemps. Un soir, notre conversation de groupe familial s'est illuminée avec un mème.
Evan a posté une photo de benne à ordures en feu avec des confettis photoshopés dessus, légendé, la pendaison de crémaillère de Rachel. Sophie a répondu avec des émojis qui pleurent de rire et a écrit « Attention, elle pourrait brûler le Wi-Fi ensuite ». Ma mère a répondu « Ne sois pas méchante ». Puis elle a fait suivre par « Rappelez-vous, on ne dit pas ça en public ». Comme si le seul vrai problème était le risque que quelqu'un fasse une capture d'écran. Pour mon anniversaire, Sophie a envoyé un texto dans le chat « Joyeux anniversaire, Sœurette ». Pas de bougie cette année, hein. Et a ajouté un gif de gâteau avec des feux d'artifice qui explosent. Personne n'a demandé comment était mon nouvel appartement. Personne n'a demandé si je voulais aller dîner. Il traitait ce qui m'était arrivé comme une blague récurrente, quelque chose qu'il pouvait sortir chaque fois qu'une conversation avait besoin d'une chute. En même temps, il s'appuyait toujours sur moi comme si rien n'avait changé. Mon père a transféré un email de son comptable avec l'objet « Urge document manquant » et a écrit « Peux-tu donner un sens à ça ? J'ai trop de chantiers en cours pour gérer ces bêtises. » Sophie m'a envoyé un message séparé en joignant son tableur de budget de mariage et en disant « Cette organisatrice que j'ai engagée est inutile. Tu peux nettoyer ça avant que je l'envoie au lieu de réception ? Je te revaudrai ça. » Evan m'a envoyé une photo du solde de son compte bancaire et de son application crypto en demandant « Si je vends ça maintenant et que je rembourse cette carte, est-ce que j'aurai encore assez pour réapprovisionner le mois prochain ?» Maman a appelé un après-midi, la voix douce, « J'ai reçu cette lettre concernant mon assurance et des analyses de laboratoire. Tu peux te connecter et gérer ça ? Je déteste ces portails. Ils sont tellement confus. » C'était comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu dans leur esprit. J'étais toujours la calculatrice ambulante, la planificatrice et la ligne d'urgence de la famille. La seule chose qui semblait différente, c'était moi. J'ai commencé à remarquer le schéma chaque fois qu'il me sollicitait. Il ne disait jamais s'il te plaît, ne disait jamais merci, ne demandait jamais si j'avais le temps. C'était supposé. C'était attendu. Un dimanche, je suis tombé sur ma mère chez Whole Foods. Elle avait un chariot plein de produits biologiques et une caméra à la main, parlant à son téléphone de sa réinitialisation pour la semaine. Quand elle m'a vu, elle s'est illuminée comme si c'était une séance photo. « Rachel, tu devrais passer pour le dîner du dimanche », a-t-elle dit. Ça fait trop longtemps. Les followers continuent de demander pourquoi tu n'es jamais dans les vidéos. Je lui ai dit que j'étais occupé. Son sourire a vacillé. Tu passes à côté de souvenirs de famille, a-t-elle dit doucement, comme si mon absence était le problème, et non la façon dont ils étaient restés près de ma maison en feu à rire. Plus tard cette semaine-là, le fiancé de Sophie, Marc, m'a envoyé un message privé. Et, je sais qu'il plaisante beaucoup, a-t-il écrit. Et ouais, ils sont allés trop loin le soir de l'incendie. Je ne défends pas ça, mais Soph a vraiment besoin de ton aide pour les trucs du mariage. Elle est submergée. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant ce tiraillement familier entre vouloir aider et vouloir me protéger. J'ai fini par envoyer à Sophie quelques corrections rapides sur son tableur, puis j'ai noté le temps passé dans le « bilan familial » avec un nouveau tag « après d'incendie ». Plus je faisais défiler cette page, plus elle ressemblait à un miroir tendu vers notre dynamique familiale. Ils m'appelaient la maudite, mais c'était moi qui gardais leurs factures en ordre, leurs événements dans le budget, leurs soins de santé programmés, leurs petites entreprises à flot. Et maintenant, ils utilisaient ma pire nuit comme un mème tout en s'attendant à ce que je les sauve de chaque détail ennuyeux qu'ils ne voulaient pas gérer. La blague commençait à sembler moins drôle, du moins pour moi. Pour eux, cependant, j'étais toujours la chute de la blague et le plan de secours réunis en une seule personne. Vers la marque d'un an après l'incendie, j'ai réalisé que ma vie s'était divisée en deux chronologies. Il y avait, avant l'incendie, où j'essayais encore de croire que ma famille serait là pour moi comme je l'étais toujours pour eux. Et il y avait, après l'incendie, où j'avais une preuve vidéo dans ma tête d'eux souriant devant ma maison en feu comme si c'était une toile de fond. Cet anniversaire s'est approché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'avais pas prévu de le marquer. J'essayais juste de traverser une autre semaine de travail et de plats à emporter bon marché dans mon petit studio. Puis Sophie a posté quelque chose sur Instagram qui m'a frappé comme une gifle. C'était une photo d'elle et Evan dans un bar sur un toit, la ligne d'horizon de la ville brillant derrière eux, légendé, 1 an depuis que nous avons lâché l'énergie toxique et commencé à vivre pour de vrai. Certains ponts sont mieux brûlés. Evan a commenté avec un emoji feu. Ma mère a commenté, fière de notre croissance. Mon père a mis un pouce levé.
Personne n'a prononcé mon nom, mais ils n'avaient pas à le faire. J'étais le pont. J'étais l'énergie toxique. Ils ont brûlé ma vie, littéralement et métaphoriquement, et ont en quelque sorte transformé cela en une citation de développement personnel sur leur guérison. Je me suis assise sur mon canapé, téléphone à la main, et j'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine. Ce n'était plus une blessure fraîche. C'était de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je suis allé sur Notion et j'ai cliqué sur « Bilan familial ». La page a chargé un mur d'entrée remontant à des années. En haut, j'avais les catégories habituelles, impôt de papa, médical de maman, mariage de Sophie, près d'Evan. En dessous, j'avais ajouté « l'incendie » des mois auparavant, mais je n'avais pas vraiment regardé le reste dans son ensemble. Ce soir-là, je l'ai fait. J'ai filtré par nom. Pour mon père, il y avait des douzaines d'entrées, mise en place du suivi des dépenses pour l'entreprise de rénovation, déclaration des impôts trimestriels, correction des revenus mal classés, nettoyage des factures impayées, envoi de rappel. Chacune d'elles était un travail pour lequel il aurait dû payer un professionnel, mais il me l'avait lancé avec un haussement d'épaule et un « t'es doué avec les chiffres, hein ». Pour ma mère, le journal montrait chaque fois que j'avais traité avec des portails d'assurance, reprogrammé des analyses, négocié avec un bureau de facturation, examiner un contrat de marque. Je me souvenais qu'elle disait « Assure-toi juste que ce n'est pas une arnaque. » Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Tout en postant sur le fait de « prendre sa vie en main » dans la même phrase. Pour Sophie, les entrées étaient un patchwork des célébrations d'autres personnes et des siennes, construire le budget pour le mariage Johnson, corriger les dépassements, créer un calendrier de paiement pour les vendeurs, retravailler le budget du mariage de Sophie après le changement de lieu. C'est moi qui savais quels acomptes étaient remboursables, lesquels ne l'étaient pas, et à quel point elle était proche de trop dépenser. Pour Evan, la liste était une suite de petites mais constantes urgences, suivre le prêt pour le réapprovisionnement, calculer les chiffres sur la vente ou la conservation de crypto, payer le minimum sur la carte de crédit depuis mon compte, noté comme prêt, date d'échéance le mois prochain. Chaque fois, il avait promis, je réglerai ça quand je pourrai. Et chaque fois, le « quand » s'éloignait davantage. En regardant tout cela étalé, j'ai vu ce que j'étais vraiment pour eux. Pas une sœur, pas une fille, un système, un service gratuit, l'infrastructure invisible sous leur vie soignée. Sans moi, mon père devrait affronter le fisc seul. Ma mère devrait réellement lire les contrats qu'elle signait et suivre ses propres rendez-vous. Le mariage de rêve de Sophie aurait une véritable étiquette de prix attachée qu'elle ne pourrait pas ignorer. Le prochain gros coup d'Evan frapperait enfin le mur de la réalité au lieu de rebondir sur mon compte bancaire. Cette pensée m'a effrayé et m'a exalté en même temps. Parce que si c'était vrai, alors je détenais plus de pouvoir que je ne me l'étais jamais permis de croire. Ils avaient appelé l'incendie le « karma ». Ils étaient restés sur le trottoir et avaient ri pendant que ma maison s'effondrait. Et puis ils avaient continué à m'utiliser comme si rien ne s'était passé, comme si leur mot n'était rien que de la fumée. Je ne pouvais pas contrôler le feu qui a détruit mon duplex. Je ne pouvais pas changer qui ils avaient choisi d'être cette nuit-là. Mais je pouvais contrôler l'accès. L'accès à mes compétences, l'accès à mon temps, l'accès au filet de sécurité qu'ils avaient fini par considérer comme leur droit. Alors, j'ai pris une décision. J'avais fini d'être la colonne vertébrale silencieuse de leur vie. J'avais fini de sauver des gens qui ne m'offriraient même pas une couverture de rechange quand je me tenais devant mes propres cendres. J'ai ouvert une nouvelle section dans « Bilan familial » et je l'ai intitulée « Plan de sortie ». En dessous, j'ai écrit les étapes comme si je rédigeais un projet pour le travail. Étape 1, identifier chaque compte, identifiant, abonnement et tableur que je touchais pour eux. Étape 2, transférer la propriété avec un préavis approprié et supprimer mon accès. Étape 3, arrêter d'accorder des prêts, quelle que soit l'histoire larmoyante. Étape 4, arrêter de régler des problèmes pour lesquels personne ne dit même merci. Il ne s'agissait pas de saboter quoi que ce soit. Je n'ajouterai pas d'erreur ni ne supprimerai de dossier. J'allais documenter, rendre la main, et partir. Ils voulaient croire que l'univers m'avait puni pour m'être éloigné de ma famille. Très bien. Laissez-les voir ce qui arrive réellement quand je m'éloigne. Ils parlaient du karma comme s'il s'agissait d'un feu qui ne brûlait que les gens qu'ils n'aimaient pas. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on ne peut pas empiler toute sa vie sur quelqu'un d'autre et ensuite agir surpris quand tout s'effondre à la seconde où cette personne se retire. Je n'ai pas commencé par tout faire sauter. J'ai commencé avec un message dans la conversation de groupe familial qui semblait presque ennuyeux.
ai-je écrit, les doigts stables sur mon téléphone. Je dois vous informer que je vais prendre du recul par rapport à la gestion de vos finances, de vos papiers ou de vos comptes. Au cours des prochaines semaines, je vais tout transférer entre vos mains et supprimer mes accès. Je ne serai plus disponible pour régler les problèmes fiscaux, les budgets, les prêts ou les portails médicaux. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Après cela, vous devrez gérer ça vous-même. J'ai regardé les bulles de frappe apparaître et disparaître. Evan a été le premier. Lol. Quoi? T'es énervé ou un truc du genre? Sophie a suivi, c'est à cause d'un mème? Allez, Rachel. Ma mère a envoyé, on peut en parler au dîner. Ne prends pas de grandes décisions par texto. Mon père est resté silencieux pendant un long moment, puis a finalement écrit, fais ce que tu sens devoir faire, mais souviens-toi, la famille devrait être là les uns pour les autres. J'ai failli rire à celle-là. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste répondu, c'est ma façon de ne plus être là de cette manière. J'ai posé mon téléphone et je me suis mis au travail. Le lendemain, je me suis connecté au logiciel de comptabilité de mon père. J'ai exporté chaque rapport, rapproché ce que je pouvais, et créé un document récapitulatif simple, ce qui était dû, quand c'était dû, qui il devait payer, et quel formulaire devait aller au fisc. J'ai tout joint dans un email pour lui avec des objets clairs et des instructions que même un étranger pourrait suivre. Puis je suis allé dans les paramètres, j'ai changé l'email administrateur du mien au sien, supprimé mon propre accès et je me suis déconnecté. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré. Pourquoi je viens de recevoir un email pour me connecter à ce truc, a-t-il envoyé par texto. Parce que c'est le tien maintenant, ai-je répondu. Tout est à jour à la date d'aujourd'hui. Après ça, tu devras gérer ou embaucher quelqu'un. Il a répondu, tu réagis de manière excessive. Comme si c'était un argument qui pouvait changer les identifiants de connexion. Avec ma mère, c'était plus désordonné, mais pas compliqué. J'avais chacun de ces portails médicaux en favori, chaque mot de passe enregistré. J'ai tout passé en revue et imprimé une liste de ses rendez-vous à venir, toutes les factures impayées et les instructions pour réinitialiser son propre mot de passe. Je lui ai tout envoyé par email avec « Voici tout ce dont tu as besoin pour gérer tes comptes santé toute seule. » Je supprime mes identifiants. Puis j'ai désactivé chaque rappel sur mon téléphone qui disait « Maman labo » ou « Maman suivi ». Quand elle a appelé ce soir-là, sa voix était tendue. « Pourquoi tu fais ça maintenant ?» a-t-elle demandé. « Tu sais que je déteste ces trucs. » J'ai gardé un ton égal. « Parce que c'est ta santé, maman. Tu devrais être celle qui s'en charge. Tu parles tout le temps de prendre le contrôle de ta vie. Ça fait partie de ça. » Il y a eu une pause, puis un soupir frustré. « Tu es dramatique pour une maison qui était assurée » a-t-elle claqué. J'ai failli lui rappeler les mots qu'elle avait choisis ce soir-là. Mais je me suis arrêté. On ne convainc pas les gens comme ça avec des souvenirs. On s'éloigne simplement. Sophie l'a pris le plus durement. Son mariage entier existait sous la forme d'une série de contrats, de factures et de tableurs que j'avais touchés. J'ai ouvert son fichier de budget de mariage, je l'ai nettoyé une dernière fois, ajouté des notes dans les commentaires sur ce qui était payé, ce qui était en attente, et quelle date ne pouvait pas être manquée. J'ai transféré toutes les chaînes de mailles des vendeurs vers son email avec « Tu voudras garder ça organisé. » Je me retire des fils de discussion après ça. Puis j'ai retiré mon email des documents partagés et des listes de contacts des vendeurs. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec son nom clignotant. J'ai laissé aller sur la messagerie. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle dit, sa voix aiguë et serrée. « Tu ne peux pas juste tout laisser tomber. Le lieu a besoin des chiffres finaux. Le fleuriste attend le paiement. Je ne comprends rien à tout ça. Tu le sais. Tu es littéralement en train de saboter mon mariage là. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. » À la place, je me suis connecté à la dernière catégorie, le chaos d'Evan. J'ai sorti le tableur où j'avais suivi chaque dollar que je lui avais avancé, chaque prêt à court terme qui s'était transformé en blague à long terme. Le total m'a tordu l'estomac. Je l'ai exporté, sauvegardé, et puis j'ai tapé un simple texto. Je n'envoie plus d'argent, jamais. Si joins une liste de ce que tu me dois déjà. Je ne te cours pas après pour l'avoir. J'arrête juste d'y ajouter quoi que ce soit. Il a répondu presque instantanément. Allez, Rach.
Sois pas comme ça. Je suis sur le point de revendre ce stock et après je serai bien. J'ai juste besoin d'un pont de plus. J'ai fixé l'écran, puis j'ai éteint mon téléphone pendant 1 heure. Quand je l'ai rallumé, il y avait plus de messages. Sérieusement? Pour un incendie pour lequel tu as été indemnisé. C'est froid. Tu sais que je compte sur toi. La famille ne coupe pas les vivres à la famille. L'ironie de cette phrase aurait été drôle si elle ne piquait pas autant. Alors que j'exécutais mon plan de sortie pièce par pièce, leurs réactions affluaient. Confusion, agacement, culpabilisation sur la loyauté. Personne n'a dit « Nous sommes désolés d'avoir ri de toi ». Personne n'a dit « Nous avions tort ». Ils n'étaient pas contrariés par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient contrariés que je réagisse enfin à cela. En 1 semaine, les fissures ont commencé à apparaître. Papa m'a envoyé une photo d'un avis du fisc disant quelque chose sur des formulaires manquants et des pénalités. « C'est quoi ça ?» a-t-il écrit. « C'est ce dont je te préviens depuis 2 ans, ai-je répondu. Tu vas devoir les appeler ou embaucher quelqu'un. Je ne suis pas ton comptable. » Sophie a fait exploser mon téléphone avec des captures d'écran de mes de vendeurs s'empilant dans sa boîte de réception demandant des paiements et des confirmations. « Je ne sais pas ce que ça veut dire, a-t-elle écrit. Dis-moi juste quoi répondre. J'ai tapé une réponse puis je l'ai effacée. À la place, j'ai répondu, tu dois lire tes contrats ou parler à ton organisatrice. J'ai pris du recul. Tu te souviens. Ma mère a appelé un soir en milieu de semaine, essoufflée. J'ai raté un rendez-vous au labo parce que personne ne me l'a rappelé, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Ils m'ont facturé des frais. J'ai laissé le silence s'installer un instant. C'est frustrant, ai-je finalement dit. Tu devrais peut-être le mettre dans ton propre agenda. Tout le monde oublie parfois. Quant à Evan, ses messages sont passés du charme à la colère. Merci. Maintenant je ne peux pas réapprovisionner, a-t-il écrit. Tu me fous dans la merde. Mais la vérité, c'était qu'il se foutait dans la merde tout seul depuis des années. J'avais juste arrêté d'amortir la chute. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas fait de sous-entendu, je suis rentré chez moi, j'ai cuisiné mes repas bon marché et j'ai mis à jour le bilan familial, une fois de plus. Sous plan de sortie, j'ai coché chaque étape que j'avais complétée. À côté de la case finale, j'ai tapé toute responsabilité retournée. Puis j'ai ajouté une note sous l'incendie. 1 an plus tard, la seule chose que j'ai brûlée, c'est l'accès. Cela ressemblait à la fermeture d'une boucle dont je n'avais pas réalisé qu'elle était encore ouverte. Il s'était autrefois tenu devant ma maison et avait regardé ma vie se transformer en cendres comme si c'était un divertissement. Maintenant, ils se tenaient au milieu de leur propre incendie lent et invisible, allumés par des années de paresse et de sentiments que tout leur était dû. Et la seule personne qui savait exactement comment l'éteindre ne répondait plus à leurs appels. Les appels n'ont pas ralenti une fois que j'ai pris du recul. Ils se sont multipliés. Au début, c'était de petites choses, comme mon père transférant un autre avis du fisc avec « ça a l'air mauvais. Tu peux juste m'expliquer ça par téléphone ?» Quand j'ai répondu, je t'ai dit que je ne m'occupais plus de ça. Tu as besoin d'un expert comptable, il a appelé à la place. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal disant qu'après tout ce qu'il avait fait pour moi, je pourrais au moins décrocher et expliquer quelques chiffres. Il n'a jamais mentionné une seule fois la nuit de l'incendie. Les messages de Sophie sont passés d'exigeants à paniquer. Le lieu dit, si je ne paie pas le solde d'ici vendredi, je perds la date, a-t-elle écrit. Le photographe veut un deuxième paiement, et je pensais que c'était déjà couvert. Ces contrats n'ont aucun sens. C'est littéralement ce que tu fais. Pourquoi tu m'abandonnes? J'ai fixé le mot « abandonne » pendant longtemps. C'était presque drôle. La personne qu'ils avaient abandonnée sur un trottoir devant une maison en feu était maintenant celle accusée de les laisser tomber. Le ton de ma mère a changé aussi. La voix d'influenceuse a été remplacée par quelque chose de brut quand elle a appelé tard un soir, et j'ai accidentellement répondu avant de voir son nom. Rachel, a-t-elle dit, et il n'y avait pas de caméra à proximité. J'ai raté un autre rendez-vous. J'ai réservé en double une marque et un suivi chez le spécialiste, et le cabinet du médecin m'a facturé pour annulation de dernière minute. Le portail d'assurance est un désastre. Je n'arrive pas à suivre tout ça. J'ai pris une inspiration. Tu peux, ai-je dit doucement. Tu vas devoir le faire.
Tu parles tout le temps de prendre le contrôle de ta vie. Elle s'est tue une seconde. Puis sa voix s'est aiguisée. C'est ridicule. Tu nous punis parce que ton appartement a brûlé et que tu as reçu une indemnité d'assurance. Tu gardes rancune. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Non, ai-je dit. Je réponds à la façon dont vous m'avez traité quand ma vie était en feu. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer ça en un discours sur le pardon pour le bien de ses followers. Evan a été celui qui a craqué le premier. Il m'a coincé devant un café près de mon bureau, se plantant devant moi alors que je sortais avec ma boisson. Tu ne vas vraiment pas m'aider, a-t-il dit, les yeux écarquillés comme s'il ne pouvait toujours pas croire que j'étais sérieuse. J'ai du stock qui traîne dans mon salon et pas de liquide pour le revendre. Si je ne vends pas bientôt, je suis fini. Tu le sais. J'ai passé ma tasse dans une main et je l'ai regardée. Tu étais fini le jour où tu as décidé que mon portefeuille faisait partie de ton modèle économique, ai-je dit. Je ne suis pas ton investisseur. Je suis ta sœur. Il a ricané. Les sœurs s'entraident. Tu joues à la nouvelle parce que tu as passé un mauvais mois. J'ai pensé à la fumée dans mes poumons, au plafond de l'hôtel, à la page notion pleine de toutes les fois où je l'avais sauvé de ses propres choix. Je n'ai pas passé un mauvais mois, Evan, ai-je dit. J'ai eu un incendie de maison et une famille qui a traité ça comme du contenu. Et ce n'est pas nouveau. C'est moi qui rattrape enfin la réalité. Sa mâchoire s'est crispée. Tu vas regretter ça quand personne ne sera là pour toi, a-t-il lancé par-dessus son épaule en s'éloignant. L'ironie pesait lourd dans l'air entre nous. Les semaines se sont transformées en quelques mois, et les conséquences de mon plan de sortie ont commencé à s'empiler de leur côté de la clôture. Mon père a perdu un client de longue date après avoir manqué un renouvellement de licence qu'il comptait toujours sur moi pour signaler. Ma mère postait moins souvent, puis a commencé à faire vaguement allusion à des problèmes de santé et au stress, évitant soigneusement le fait que la moitié du stress venait des frais de retard et des rendez-vous manqués qu'elle avait l'habitude de me refiler. Le mariage de Sophie, celui qu'elle avait organisé sur des tableaux Pinterest et des planches de tendance depuis des années, a discrètement changé d'un grand événement de salle de bal à une cérémonie plus petite dans un jardin pour une ambiance intime seulement. J'en savais assez sur son budget pour reconnaître la pirouette. Il y avait des vendeurs qu'elle ne pouvait plus se permettre parce que les calendriers d'acompte avaient été ignorés. Elle m'a envoyé un dernier message la semaine où elle a réduit la voilure. Tu as gagné, a-t-elle écrit. Mon mariage est gâché. J'espère que tu es heureuse. J'ai tapé et effacé mes 3 premières réponses. Puis j'ai finalement répondu, je ne gagne pas parce que ton mariage est plus petit, Sophie. Je gagne parce que j'ai arrêté de te laisser me traiter comme un outil au lieu d'une personne. Si tu voulais mon aide, tu aurais dû agir comme si je comptais avant que tout ne s'effondre. Elle n'a jamais répondu. Ma mère a essayé un angle différent. Elle s'est présentée à mon studio un soir à l'improviste, les yeux déjà brillants. Rachel, il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Ton père est stressé. Ton frère est en difficulté. Ta sœur est humiliée. Cette famille est en train de s'effondrer. C'est ce que tu voulais? Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés dans le couloir sous la lumière jaune terne. Non, ai-je dit. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne riait pas quand ma maison brûlait. Son visage s'est durci. On a mal géré ça, a-t-elle dit rapidement, comme si elle chassait une mouche. Mais s'accrocher à une soirée depuis aussi longtemps, laisser ça tout détruire. C'est de ta faute. Tu choisis de laisser l'amertume réduire cette famille en cendres. J'ai senti la colère monter, chaude et vive. Mais j'ai aussi senti quelque chose de plus stable derrière. Tu appelles ça de l'amertume, ai-je dit. J'appelle ça des limites. Je n'ai pas mis le feu à mon duplex. Je ne vous ai pas fait poser devant. Je n'ai pas posté de citation sur le fait de lâcher l'énergie toxique un an plus tard. C'était vous. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir d'un rôle que je n'ai jamais accepté, votre comptable, thérapeute, assistante et bouc émissaire non rémunéré. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par le mot. Bouc émissaire? Ouais, ai-je dit. Chaque fois que quelque chose tournait mal, c'était ma faute pour avoir déménagé, pour avoir dit non, pour ne pas avoir joué le jeu de l'histoire familiale parfaite. Quand l'univers vous a donné un incendie, vous avez décidé que c'était la preuve que j'étais maudite. Pas un signal d'alarme sur la façon dont vous traitez les gens. Je ne porte plus ça pour vous.
Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait réellement s'excuser. J'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression, mais ensuite elle a redressé ses épaules comme si elle était à nouveau devant une caméra. Un jour, tu regretteras de nous avoir repoussés, a-t-elle dit. La famille est tout ce qu'il te reste à la fin. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que c'était peut-être vrai pour certaines personnes, mais ce n'était pas vrai pour moi. La famille n'était pas tout ce que j'avais. J'avais un travail pour lequel j'étais doué. Des amis qui prenaient des nouvelles sans avoir besoin d'une crise pour se sentir proches. Un appartement minuscule et calme qui était le mien avec un verrou qu'il ne contrôlait pas. J'avais mon propre nom, ma propre vie, mon propre bilan, enfin séparé du leur. À la fin, ai-je dit calmement, tout ce qu'il vous reste vraiment, c'est la façon dont vous avez traité les gens qui vous faisaient confiance. C'est ça qui revient. J'ai fermé la porte doucement, sans claquer, et je me suis appuyé contre elle un instant, sentant mon cœur battre. C'était la dernière grande confrontation. Après ça, le bruit s'est calmé. Les textos sont venus moins souvent. Les appels ont fini par s'arrêter. Les anniversaires sont passés sans message dans un sens ni dans l'autre. Sur les réseaux sociaux, les Carter ont repensé leur image de marque sans moi. Des dîners plus petits, apprendre à accepter les saisons désordonnées. Un mariage simple et sincère entouré d'eux, ce qui compte le plus. Derrière chaque légende, je pouvais lire les pièces manquantes, mais ce n'était plus mon travail de les remplir. Dans ma propre vie, les choses sont devenues plus calmes et meilleures. J'ai budgétisé mon propre argent, pas le leur. J'ai économisé pour des choses que je voulais. J'ai fait un voyage le temps d'un week-end sans demander la permission à personne ni essayer de réorganiser le chaos de quelqu'un d'autre d'abord. J'utilisais toujours le bilan familial, mais j'ai changé le nom en haut pour mon bilan. Les anciennes entrées sont restées comme un rappel de ce que j'avais porté. Les nouvelles entrées suivaient des choses différentes, séances de thérapie, kilomètres courus, temps passé avec des gens qui ne me demandaient pas de rétrécir pour les mettre à l'aise. Les gens en ligne adorent les histoires de vengeance où le méchant finit fauché, exposé ou à mendier en public. Mais la vraie vengeance dans mon histoire n'était pas de voir ma famille s'écraser. C'était de les regarder enfin faire face aux conséquences d'une vie construite sur le sentiment que tout leur était dû et sur l'image, sans moi pour tout tenir ensemble discrètement en coulisses. C'était de savoir que lorsque leur monde a commencé à brûler, je n'étais plus celle qui tenait l'extincteur. Si vous avez déjà été la personne sur qui tout le monde s'appuie jusqu'à ce que vous cassiez, la responsable, la forte, la maudite, qui se fait toujours blâmer d'une manière ou d'une autre, je veux que vous entendiez cette partie clairement. Vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit d'arrêter de régler les problèmes pour des gens qui rient quand c'est vous qui avez des ennuis. Vous avez le droit de poser des limites, même avec votre sang, surtout avec votre sang. Ma mère a ri quand ma maison a brûlé. 1 an plus tard, leur monde a commencé à s'effondrer sans moi. Pas parce que j'y ai mis le feu, mais parce que j'ai arrêté d'éteindre des flammes que je n'avais pas allumées. C'est à ça que le karma ressemblait vraiment dans ma vie. Pas l'univers me punissant pour m'être éloigné de ma famille, mais l'univers les laissant enfin ressentir ce que c'est que de vivre sans la personne qu'ils prenaient pour acquise. Et pour la première fois, je ne me tenais pas dans la fumée. Je la regardais d'une distance de sécurité, respirant un air pur, enfin.